Donc je ne sais, voilà, j'ai mis en route le. D'accord. Je ne sais pas. Est-ce que ma demande est claire à vos yeux ou bien? Oui, c'est bon, je vois à peu près. Ouais, ouais. Je dirais comme on peut toujours le faire au cas où il n'y a pas de gêne, hein, au cas où je ne suis pas dans vos questions, il faut les poser au maximum. Moi, je suis disposé à tout dire, quoi. Vous voyez, moi, je ne suis pas dans le style de faire un questionnaire précis, mais j'ai bien envie de bien écouter la personne et puis en fonction de ce qu'elle dit, comme vous le faites vous-même admirablement dans dans ce que j'ai vu dans votre modération. Dans la question du village, voilà, en gros, chez nous, le village est pratiquement mort. Chez vous, il me paraît très vivant et c'est presque... Ouais, hyper vivant. Ouais. Hyper vivant. Peut-être juste avant de dire, qu'est-ce que moi je comprends par village? Oui. C'est de dire un peu déjà qui je suis. Hein. Oui. Moi, je me nomme Ali Tapsoba de Guama. J'aime bien le nom de Guama parce que c'est le nom Guama qui me renvoie véritablement dans mon village. Parce que Tapsoba, c'est le nom de famille, mais Ali, c'est le nom qu'on m'a donné à ma naissance. Parce que je suis né d'une famille musulmane. Oui. Donc, ça n'a pas trop de sens pour moi. Mais Guama, qui est le nom de mon père, renvoie en fait à un fétiche de la bonté, de la prospérité, du succès, de la tolérance dans mon village. Voilà pourquoi j'aime beaucoup qu'on me donne ce nom, Guama, parce que ceux qui vont entendre savent d'où je viens, savent que Ali, il est de Saponé, parce que c'est dans mon village qu'on trouve le Guama. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, je suis enseignant de formation. Alors, j'ai enseigné les lettres et ensuite j'ai enseigné les sciences environnementales. J'ai enseigné les sciences de transformation parce que je suis technologue agroalimentaire. Et je me suis retrouvé finalement, après tant d'années d'enseignement avec les élèves, les étudiants, dans l'administration où je fais actuellement un peu d'office de conseiller. Donc, de temps en temps, peut-être je prends des cours parallèles parce que j'aime la classe, mais aujourd'hui je fais office d'administrateur. Dans un ministère alors? Dans le ministère de l'Éducation. Ah, d'accord. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Alors, parallèlement à ça, j'ai fait un peu d'études en sociologie, j'ai fait un peu du droit parce que j'avais envie quand même de savoir ce qu'il y a dans le droit pour pouvoir me défendre moi-même et défendre les autres. Mais je me réclame mieux simplement comme un activiste des droits humains. C'est sous cette appellation que je me sens le mieux parce que le reste, c'est pas évident. Vous voulez qu'on interrompe un petit moment? Oui, je vais arrêter ça. Oui, c'est des écoles supérieures d'art, quoi. Donc mon boulot est d'enseigner texte et narration. Donc à la fois la lecture approfondie de texte et en même temps l'art d'écrire à des étudiants d'illustration. Ça c'est mon boulot Et puis alors à côté de ça, j'ai développé toute cette association activiste. Donc je disais que je me sens mieux sous l'appellation activiste des droits humains. Oui. Parce que c'est là, avec ce vocable, que véritablement je vois le chemin pour défendre tout ce qui est vivant. Et c'est dans cette vision qu'avec des camarades, nous avons mis en place une association qu'on appelle Terre à Vie. Oui. Tout simplement pour dire que la terre est la mère nourricière et nous avons le devoir de la maintenir à vie, d'où le nom Terre à Vie, l'association dont je préside, dont la mission c'est travailler à une souveraineté alimentaire pour tous. C'est un rêve, mais nous y croyons parce que pour nous, le socle de l'existant, le socle de toute dépendance est en fonction de notre alimentation. Voilà pourquoi Terre à Vie se bat pour la souveraineté alimentaire. Et en outre, nous combattons tout ce qui est culture génétiquement modifiée. Nous combattons les accaparements de terre et nous faisons la promotion de l'agroécologie et l'alimentation locale, d'où la politique du développement endogène dont nous défendons. Et à travers Terre à Vie, que nous sommes membres du collectif citoyen pour l'agroécologie, qui est un regroupement d'intérêts citoyens, ayant au moins une quarantaine d'ONG, d'associations de chercheurs, dont la vision c'est de défendre les politiques agroécologiques, de faire la promotion de l'agroécologie. Et je suis le porte-parole actuellement de ce collectif. Alors, maintenant, qu'est-ce que le village pour moi?
Pour moi, le village, c'est le berceau de toute la civilisation. Le village, c'est le cœur, c'est le noyau de l'existentialisme de l'homme. Parce que la ville a une autre connotation. Mais en réalité, c'est le village que l'homme puise sa vision du monde. C'est au village que l'homme se construit. C'est au village que l'homme appréhende réellement toute la politique de la société. Moi, je suis Mouaga. Et au Burkina Faso, les Mossi sont très attachés au village parce que nous avons une organisation sociétale pyramidale avec à la fin un chef. Partout où nous sommes, nous avons toujours la mise en place d'un chef. Ce qui fait que le Mouaga est beaucoup rattaché à son village parce que fondamentalement, c'est une organisation sociétale qui prend en compte ses aspirations culturelles, économiques, politiques. Et dans mon village, il y a quelque chose de très fort qui nous lie. Le lien de sang est extrêmement important parce que, vous savez, chez nous, on devient chef de père en fils. Et si vous n'êtes pas de la lignée royale, vous ne pouvez pas devenir un chef de village. Donc, il y a un lien de sang qu'on veut montrer là parce que c'est ceux qui ont fondé le village, généralement à travers la vie qu'ils y ont perdue, qui sont de droit les chefs de village. Et à travers ce symbolisme, on veut inviter l'ensemble de la communauté à avoir cet attachement fort pour dire que vous êtes tous du même berceau, vous avez tous le même sang, donc vous avez le devoir de vous soutenir. C'est ainsi que vous allez constater que dans la majorité des villages à connotation Mouaga, je le dis parce que chez nous, on a une 60aine d'ethnies au Burkina et l'organisation sociétale diffère d'une communauté à l'autre. Dans certains villages, on n'a pas forcément les mêmes organisations, donc pas forcément les mêmes visions du monde. Mais globalement, vous allez constater que des aspects fondamentaux dans nos villages, c'est d'abord l'attachement à la terre. La majorité des Burkinabés ont un attachement lié à la terre. Le culte de la terre est très, 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 très fort. Et vous verrez même que même les grands intellectuels, beaucoup exigent à se faire enterrer dans leur village. Ils veulent retourner dans la terre de leurs ancêtres, comme ils l'appellent, pour montrer comment le village est un aspect très important. Vous allez remarquer aussi un facteur de solidarité. Alors, généralement, malgré ce qu'on peut constater comme difficulté dans nos villages, vous allez constater que les gens sont heureux. Les gens sont heureux parce qu'il y a le principe de la solidarité qui est fortement développé au niveau village. De sorte que, du roi aux courtisans, il y a un système de partage, de répartition sociale de la richesse qui fait que, premièrement, personne ne dort dehors dans le village, sauf les fous. Et même les fous, c'est les fous qu'on n'arrive pas à maîtriser. Sinon, on va toujours trouver une demeure, du moins un demeure, pour le fou. Mais en dehors du fou, tout le monde a un habitat au village, quel qu'en soit son rang social. Personne n'est solitaire dans un village, parce que vous appartenez toujours à une famille nucléaire, vous appartenez à une cellule concessionnaire, il y a des concessions, et vous appartenez à un noyau. Donc, il y a toujours des gens autour de vous. Il est rare que les gens aient permanemment faim. On peut avoir faim une fois en passant, mais il est difficile, sauf des cas d'exception dus à des facteurs climatiques, qu'une famine perdure dans le village, parce que simplement, il y a le principe de partage qui fait que celui qui a un grenier vide peut, sans demander, aller consommer dans la famille qui ont le grenier plein. Et même ceux qui ont le grenier plein, quand ils le savent que vous n'avez rien dans votre grenier, ils vont vous donner. Et ça fait que la solidarité est très développée. Il est difficile d'avoir la faim permanente. Et ensuite, dans le village, il y a cette organisation de défense. Il y a une armée dans le village. Il y a une armée qui n'est pas l'armée visible telle qu'on le constate dans la République. Mais autour du chef, il y a par exemple des clans dont leur mission c'est de sécuriser les autres du village.
Ils ont pour le rôle régalien de surveiller le village jour et nuit, détecter les esprits malins, les esprits mauvais et de prendre des décisions. Ça veut dire que dès que vous êtes au village, vous dormez, vous n'avez pas peur. C'est pour ça que vous voyez les gens dans le village, à toutes les heures de la nuit, ils se baladent dans la brousse, sans s'inquiéter, parce qu'ils savent qu'il y a les gardiens du village. Donc, pour dire que le village, dans mon pays, au Burkina Faso, est réellement l'endroit, je dirais le biotope, en français facile, le milieu où vous pouvez vous épanouir au maximum. Et au village, il y a les aspects culturels qui sont exprimés ou partagés. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de fêtes. Mais quand vous regardez cela, c'est après les durs labeurs, pour se réjouir, on met ça pour que les gens puissent s'épanouir. C'est pour aussi déstresser la communauté qui travaille généralement beaucoup. Et c'est aussi parfois pour soulager les peines. Chez nous, les cérémonies funéraires, on chante, on danse. Ça permet de soulager les peines. Les mariages, les baptêmes, on chante, on danse pour pouvoir partager les repas. Donc, vous voyez bien que le village est à peu près comme le jardin d'Éden, qu'on en parle beaucoup dans des livres révélés. Parce que c'est le seul endroit où réellement vous pouvez vous sentir en sécurité sociale, sécurité économique, sécurité juridique, et où vous pouvez réellement savoir qui vous êtes. Parce que dans le village, vous avez toujours les anciens qui sont les conservateurs de la tradition, qui ont toujours des séances du rendu. Il y a les contes des Yaba, chez nous les Yaba c'est les grands-parents, où on explique aux petits enfants les valeurs de courage, les valeurs d'intégrité, les valeurs de tolérance, les bravoures. À travers les contes imagés avec des animaux, les Yaba expliquent aux enfants. Dans le village, il y a l'école traditionnelle, qui est différente de l'école moderne que les gens ont tendance à oublier. Par exemple, en pays Mouara, il y a le Kyogo. Le Kyogo, c'est une phase initiatique des jeunes. Et c'est le moment où on profitait pour circoncire le jeune garçon. Et pendant ce temps, on le met dans les mains des anciens qui vont l'initier aux réalités du village pour qu'il sache qui il est, pour qu'il comprenne quelles sont les habitudes sociétales de sa communauté et pour que même il comprenne en fait comment il peut connaître des plantes qui peuvent soigner. Parce qu'il reste pendant tout ce temps en brousse où on les enseigne les plantes qui soignent et à travers cela on les éduque même au courage. Comment résister face à une situation. On les enseigne la résilience. Face à tout problème, comment il peut se comporter pour résilier. Et tout ça, voici, c'est l'école du village. Donc, pour vous dire que le village est un modèle dont, logiquement, toutes les nations qui veulent prospérer devraient s'en inspirer. Mais malheureusement, les gens s'inspirent des modèles ailleurs, qu'ils essaient d'adopter. Et c'est cette école que nous avons fait, l'école moderne, qui n'est pas du tout comme l'école du village. Et c'est ça pour moi d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique a des difficultés pour se développer. Parce que, comme l'a dit le professeur Cusero, le véritable développement doit passer par le développement endogène. C'est ce développement qui tient compte des habitudes culturelles, socio-économiques des communautés de base. Et ce développement, le modèle n'existe que dans nos villages. Bon, voilà un peu ce que je peux dire du village. Évidemment, comme vous le dites, la vision du village telle que vous la présentez est une vision très traditionnelle qui est vraiment par rapport au monde contemporain c'est très différent comme mode d'organisation. Donc il y a comment faire. En même temps, les villageois veulent souvent aller vers les villes, veulent quitter le village, ils considèrent, et même quand on parle de villageois, c'est presque péjoratif dire un villageois. Le monde urbain a l'air vraiment de contaminer, je dirais, l'Afrique contemporaine. Oui, en fait, malheureusement, on a nos gouvernants qui ont beaucoup mis l'accent dans le soi-disant développement des villes, parce que ce que moi je vois que ce qu'on appelle développement des villes, pour moi, ce n'est pas vraiment des développements.
Mais ils ont mis un soi-disant développement dans les villes et délaissé les villages, de sorte que c'est dans les villes qu'il y a les lumières, c'est dans les villes qu'il y a les belles maisons, c'est dans les villes qu'il y a ce qu'on appelle les bars, les belles voitures. Alors, c'est dans les villes qu'on crée beaucoup d'emplois. Et cela, ça engendre ce qu'on appelle l'exode rural. Donc, ceux qui sont dans les villages, c'est naturel. Ils veulent voir ce qui est nouveau. Donc, ça les amène à migrer vers la ville. Et parfois, ils se retrouvent dans un piège. Parce qu'ils sont très peu ceux qui retrouvent le bonheur en ville. Et même quand ils ont du bonheur, c'est un bonheur artificiel et éphémère. Ils viennent, ils se retrouvent dans un piège. Mais quand vous regardez très bien, ceux réellement qui sont venus connaître un peu la vie citadine et qui ont le courage de retourner au village, ils ne veulent plus de la vie citadine. Parce que l'espace de liberté qu'ils ont au village, ils ne l'ont pas dans la ville. Voilà. C'est-à-dire que cette faculté de s'exprimer qu'ils ont dans les villages, ils ne l'ont pas en ville. Parce qu'en ville, il n'y a pas une culture en tant que telle. C'est un melting pot. C'est du monde venu de partout et de nulle part qui doit se soumettre à un dictat de gouvernement parce que là, les lois sont là. Vous devrez circuler, vous devrez vous arrêter à un feu. Alors, il y a des endroits qu'il ne faut pas aller. Bon, la nourriture est orientée, ce qui n'est pas le cas au village. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le modernisme est en train de gagner les villages. Ça, c'est normal, ça s'explique. Mais ceux qui sont dans le village, qui ont compris, ils exploitent le modernisme sans se laisser aliéner. Par exemple, le téléphone portable aujourd'hui est dans tous les villages. Mais ceux qui savent les utiliser, vous allez vous rendre compte, ils ne s'aliènent pas. Ils en utilisent plutôt comme mot de capitalisation, comme mot de communication. Le berger du village va photographier tout simplement sa vache, qu'il va envoyer par WhatsApp à un autre berger, qui va regarder est-ce qu'il est en forme. Et quand ils veulent vendre les poules, il peut photographier et envoyer au commerçant, qui va déjà discuter du prix. Donc, ils ont essayé d'utiliser l'outil en fonction des réalités du village. Quand il y a les danses traditionnelles avec les portables, ils filment, ils capitalisent. Ça leur permet de révisionner ou même de partager de part dans le monde. Donc, ceux qui comprennent, ils ne s'aliènent pas, mais ils utilisent la modernisation comme un outil d'expression. Ils ne s'enferment pas dedans. Voilà un peu. Parce qu'il y a beaucoup de... En fait, on constate que l'éloge du village vient souvent de personnes qui ne vivent pas au village. Est-ce qu'il y a vraiment des villageois très conscients des valeurs qu'il y a dans le village, ou bien est-ce que tout ça est vécu de façon un peu inconsciente par le villageois parce qu'il est habitué parce que de génération en génération on vit de la même façon. Je constatais un petit peu ça, souvent les personnes qui valorisent le village ne vivent pas au village. Ça, c'est une apparence. Parce qu'en général, la majorité des villageois, ils vont louer le village. C'est quelques individus isolés du village qui trouvent que le village est pénible parce qu'ils rêvent de la ville, qui parlent mal du village. Mais la majorité des villageois, vous allez vous rendre compte que si vous-même vous l'amenez en ville, il ne va pas faire un long séjour, il va vous demander qu'il préfère retourner dans son village. Parce que là, il y a tout un monde fou, il y a du bruit, ça bouge partout, il n'y a pas aussi la solidarité, ils vont repartir. Et ceux qui parlent du village, qui ne vivent pas au village par exemple, comme nous autres, qui avions les villages, qui fréquentions les villages, mais qui vivons en ville, c'est pas que c'est le fait qu'on a pu faire l'étude comparée. Le fait qu'on vit en ville et qu'on part constamment au village, nous savons ce qu'il y a dans ces deux mondes. C'est ça qui nous permet de faire la comparaison. Et quand nous faisons la comparaison, on ne peut que faire l'éloge du village. Parce que on a été pris dans le piège de la ville pour y être. Mais quand vous regardez, la majorité des personnes tendent à aller finir au village. À la retraite, de plus en plus, beaucoup de gens vont construire les maisons au village. Ils font des jardins potagers au village parce qu'ils se disent que ce qui font qu'ils soient en ville, parce qu'ils sont des fonctionnaires
c'est l'administration qui les oblige à travailler en ville. Lorsqu'ils ne seront plus sous le contrat de l'administration, ils seront libres de leur emploi, ils vont retourner aller vivre au village. C'est le fait qu'on a pu comparer. Mais quand vous prenez certains villageois qui n'ont pas eu la chance de vivre l'enfer de la ville, c'est comme ça moi je l'appelle, ils pensent que la ville c'est le paradis. Et quand ils le vivent, qu'ils le regrettent après le village. Et quand vous remarquez, c'est pour ça que beaucoup de gens ils quittent la ville, non, ils quittent le village, ils viennent en ville, et lorsqu'ils sont pris dans ce piège, quand ils sont orgueilleux, ils ont honte de repartir au village, ils préfèrent continuer vers l'inconnu. Et c'est vers l'inconnu qu'ils prennent les bateaux et ils meurent Lampelusa, dans les eaux, parce que l'inconnu pour eux, c'est aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est l'Europe. Parce que simplement, ils sont venus en ville et c'est pas intéressant. Ils regrettent le village, mais ils ont honte de repartir parce qu'ils ne veulent pas qu'on constate leur échec. Voilà un peu. Il y a une difficulté qui se pose aussi au village, c'est justement la relation à la terre. Donc la terre avant n'était pas propriété privée, elle tend de plus en plus, même dans les villages, à devenir propriété privée et à être achetée par des personnes de l'extérieur qui au fond ne se soucient pas tellement de l'esprit du village, quoi. Ont besoin de terre pour faire de la monoculture, par exemple, ou des choses pareilles. Allez, tu vas bien? Ça va? Bonsoir. Vous allez bien? Oui, vous? Ça va très bien, merci. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. On Oui, parle tout du à fait. village. Voilà. On parle du village. Ah, le village? Ouais. Ah oui, toi tu es dedans, tu es en plein village. Moi? Pour ton travail, non? Oui, je suis à Bissiga, là, oui. Bissiga, oui, tu oui, m'avais tout dit à ça fait. avec Oui, Abdoulaye. oui, Tu vas bien? Abdoulaye? Ouais. Ben, il est au Sénégal pour le Ah moment. ouais. Ça bouge Mais bien. il revient dimanche. Ça s'arrête pas là? Non, Ça bouge bien. Ça s'arrête jamais. C'est cool. C'est bien, ça montre que ça fonctionne. Ouais. Ça a l'air de fonctionner, en tout cas. Ouais. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, on a de plus en plus, malheureusement, les villageois qui vendent les terres. En fait, on a abusé un peu de leur honnêteté, de leur naïveté entre griffes. Parce qu'au départ, la valeur qu'on donnait à la terre au village, ce n'était pas une valeur monétaire. C'était une valeur symbolique. C'est pour ça d'ailleurs, chez nous, la terre ne se vend pas. Quand vous voulez la terre, le chef de terre, il fait les rites et on vous donne la terre. Mais les gens se sont rendus compte que des individus, essentiellement des multinationales, voulant s'accaparer des terres, ont vu que ce vide juridique n'allait pas leur permettre d'être des prédateurs de cette terre. Parce qu'une terre qu'on te donne de cette manière, si tu fais des investissements à long terme, un jour, on peut reprendre. Parce qu'on ne te l'a pas vendu. Entre griffes, on te l'a prêté. C'est ainsi qu'ils ont poussé les communautés de base à donner une valeur monétaire à la terre en leur proposant des rachats, en les faisant miroiter des sommes. Et mieux, on les a amenés à dire que pour se sécuriser même leur investissement, il faut tout simplement que le foncier soit codifié avec des lois, avec des papiers. C'est ainsi que les réformes agraires aujourd'hui fait en sorte qu'on peut avoir des titres fonciers, des titres domaniales, et qu'on peut même utiliser ça dans les institutions financières pour se faire de l'argent. Et c'est sous ce label qu'ils ont racheté les terres des villageois. Sinon, avant, la communauté ne pouvait pas vendre la terre. Et Sankara, le président Thomas Sankara avait vu venir les multinationales et pour protéger les communautés de base, qu'est-ce qu'il a fait dans les premières réformes agraires pendant la Révolution? Vous pouvez le vérifier, la loi 034. Il avait fait en sorte que la terre appartienne tout simplement plus à l'État. Et il a dit, puisque je sais que de plus en plus l'individu étant faible, on va utiliser sa naïveté pour le racheter, la terre va appartenir à l'État. Et en ce moment, l'État va être le gardien, va être le garant de cette terre-là pour les communautés.
À l'époque, ça avait été mal compris. Mais aujourd'hui, les gens ont compris. Et ça se faisait en accord avec les chefs coutumiers, avec les chefs de terre? Oui, avec les chefs coutumiers, oui, mais qui n'avaient pas ce pouvoir, comme ils l'ont aujourd'hui, de le vendre. Oui, c'est ça. Parce que c'est l'État qui avait le dernier mot. Oui. Aujourd'hui, les gens ont compris que la vision de Sankara était de préserver les terres, parce que lorsqu'on a fait la révision de cette réforme agraire que la Révolution avait écrite, on a dit désormais, oui, les chefs coutumiers, les chefs de terre ont le droit de vendre la terre. Ce n'est plus l'État qui a le dernier mot, sauf si c'est des superficies grandes. Mais ce qui est sûr, les chefs de terre ont le droit. Sachant bien que la pauvreté peut amener le chef de terre à vendre. Voilà aujourd'hui qu'on assiste à des ventes azimuth des terres. D'ailleurs, qui est le futur grand conflit de l'Afrique. Les grandes guerres qui va connaître l'Afrique dans les années à venir, c'est le foncier. Parce que des arrière-petits-enfants de ces villages vont réclamer la terre de leurs ancêtres occupée par des individus, par des multinationales. Et c'est là qu'il y aura des affrontements si on ne trouve pas un mécanisme de résolution par rapport à l'occupation de ces terres. Voilà. Par rapport à la terre, est-ce que l'agroécologie renforce les pratiques de culture ancestrale en Afrique? Parce que entre les pratiques ancestrales et l'agroécologie, il y a eu tous les engrais chimiques, les pesticides qui sont arrivés, qui s'implantent un petit peu. Est-ce que l'agroécologie va dans le sens de cette ancienne connaissance, de cette connaissance traditionnelle de la terre vous en parlez dans les initiations, par exemple, qui est un temps où en fait on apprend aux jeunes à justement connaître toutes les ressources de la terre qui est autour de lui. Est-ce que l'agroécologie renforce ça? Je ne dirais pas que l'agroécologie renforce seulement, mais je dirais que l'agroécologie préserve. Parce qu'au départ était l'agroécologie. La révolution verte que l'Europe a connue, dont l'Afrique forcément a été contaminée, c'est ça qui est venu gréver l'agroécologie. Sinon, la pratique ancestrale de l'agriculture en Afrique, c'était l'agroécologie. C'est-à-dire que l'homme pratiquait l'agriculture essentiellement pour se nourrir, et cette agriculture était pratiquée en respectant la terre, en respectant l'eau, en respectant la faune, en respectant la flore. C'était l'agroécologie. C'est-à-dire que les Africains avaient compris cette relation forte qu'il faut avoir avec les écosystèmes pour exister. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai dit l'agroécologie préserve. Parce que pour moi, renforcer, peut-être c'est quelque chose qu'on a amené, ouais, mais l'agroécologie existait déjà en Afrique, donc l'agroécologie préserve, l'agroécologie, c'est la chose d'ailleurs qu'il faut convoquer au maximum, qu'il faut rappeler aux gens de retourner aux sources pratiques. Parce qu'une fois que les gens vont comprendre ça, de plus en plus, ils vont voir que les questions agricoles, c'est tout un système de vie, c'est des modes d'existence de la race humaine. Alors, ils ne vont plus s'hasarder à brader la terre comme ce qui se passe aujourd'hui. Donc, oui, l'agroécologie est véritablement la solution pour préserver nos villages. Parce que pour parler de village, il faut parler de terre. Et s'il n'y a plus de terre, les villages vont disparaître. Bonsoir, comment va? De plus en plus, beaucoup de villages aussi disent. Ça va. Ouais, bonsoir. Ouais. De plus en plus, beaucoup de gens ont tendance à perdre leur village parce que tout simplement, des individus ou des multinationales ont tellement racheté des portions de terre que les villages ont tendance à disparaître. Mais ces portions de terre, généralement, quand on les achète, c'est quel genre de culture? C'est des cultures de rente. C'est des cultures avec des produits chimiques qui ne se soucient point de l'environnement. Oui. Monoculture. Alors, donc, c'est l'agroécologie véritablement qui est la solution pour préserver nos terres, aussi la solution pour rendre nos villages durables. Est-ce qu'il y a des structures au Burkina Faso qui renforcent, qui valorisent le village? Parce que la vision que vous donnez du village est vraiment une vision pratiquement, je dirais, modèle. Le mode d'organisation d'un village au Burkina pourrait intéresser des gens en Europe, évidemment. Souvent, les gens en Europe retournent aussi vers les villages maintenant. Ils ont envie de recréer un autre environnement autour d'eux.
c'est un petit peu le mécanisme que vous décriviez par rapport aux gens qui vont dans les villes ici et qui sont déçus. Chez nous, évidemment, le village, quelque part, est mort. À un moment, je pensais appeler un travail que je faisais mort, résurrection et insurrection des villages. Parce qu'on avait un peu l'impression qu'une renaissance pouvait venir presque révolutionnaire, mais du village, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des structures comme ça qui sont vraiment conscientes, comme la vôtre, j'imagine, mais comment... Je parlais aussi avec Koelga, Patty Gibson Koelga, qui me disait qu'il faudrait vraiment créer une sorte de village modèle, quoi. On parlait du jumelage avec ma commune, où en fait mes amis blancs pourraient venir et voir un petit peu comment fonctionne un village. Une sorte de village modèle, voilà, qui serait valorisé, comme en fait Koelga fait à Tanguin, je pense. Hein. Il a créé un centre écologique à Tanguin, son village d'origine. Est-ce qu'il y a beaucoup de structures qui sont vraiment sensibles au fait qu'il faut renforcer les économies de village? Oui, au Burkina, il y en a beaucoup. Hein. Quand vous parcourez un peu les villages, vous allez constater beaucoup de personnes qui travaillent à la vision du retour au village. Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'organisations communautaires qui démontrent qu'on peut vivre du village. Déjà en faisant ce qu'on appelle des associations de développement communautaire, ils amènent déjà les gens à y rester, à développer les pratiques qu'ils ont, à vivre de leur agriculture, à vivre de leur pêche, à vivre même de ce qu'on appelle leur arboriculture. Que les gens comprennent que même avec ce qu'ils ont comme espèces dans la nature, comme arbres, ils peuvent survivre. C'est pour ça qu'on va parler des produits forestiers non lieux. Donc si c'est bien organisé, ça peut donner des devises. Et vous allez voir des gens aujourd'hui dans des organisations qui n'interviennent qu'en milieu rural. Ils vont, ils essayent de renforcer les capacités organisationnelles des gens qui ont tendance à les perdre avec la modernité. Ils financent les actions de développement dans ces villages pour que les gens restent installés. Ils créent des débouchés pour ceux qui sont dans les villages qui produisent. Je n'ai pas des noms en tête, mais il y en a. Et moi, je peux par exemple dire que où nous sommes, Napambeo, Lasso, qui est le président fondateur de Napambeo, travaille beaucoup à la préservation des villages parce que avec lui, il y a au bas mot 3000 producteurs qui vivent de la production du soja biologique et bien d'autres qui sont installés dans les villages parce que ce ne sont pas des champs en ville. Et ces gens qui ont compris qu'ils peuvent rester dans leur biotope, produire, se nourrir, s'éduquer, se soigner, ils comprennent qu'il faut préserver le village, ils n'ont pas besoin de venir en ville. Je peux au moins citer l'exemple de Napambeo que je connais, qui travaille beaucoup. Alors, il y a aussi Apil. Apil, quand vous regardez ce qu'il a fait comme centre, quand vous regardez à travers le programme Miel, comment il travaille avec les communautés de base, ça amène la communauté à rester sédentarisée dans le village et de comprendre qu'ils peuvent s'épanouir dans le village, ils n'ont pas besoin de venir en ville. Et je sais qu'il y a bien d'autres organisations comme ça qui le font et quand on voyage, on voit comment les gens travaillent pour le développement communautaire des villages. Et là, c'est dans un sens d'autosuffisance alimentaire ou bien c'est aussi dans l'idée que le producteur transforme ce qu'il produit et le vend à l'extérieur? Là, c'est une chose qui m'a assez bien questionné, c'est que souvent, au niveau de la transformation des produits de base, c'est pas évident. Puis qu'en même temps, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment une demande burkinabé dans les villes pour des produits locaux. Souvent, le produit local n'est pas spécialement valorisé, je dirais. En fait, il faut dire que le produit local, les gens en demandent. Mais malheureusement, il n'y a que les productions extérieures. Les produits, ce que nous appelons l'alimentation ultra transformée, développent des politiques de marketing. Ils développent même un lobbying auprès des décideurs qui parfois ne mettent pas en place une politique en faveur de la découverte et de la consommation des produits locaux. Ça fait que le citoyen lambda, facilement, il trouve dans une boutique des biscuits à base de blé que des biscuits à base de maïs. Il trouve plus de riz chinois partout que le riz de Bagré. C'est une mauvaise politique de nos décideurs qui font ça et c'est aussi une pression des multinationales. Quand vous suivez la radio, la télévision, mais vous allez voir des quantités de publicités
des spaghettis italiens, de produits chinois ou américains, que de voir des publicités, par exemple, du haricot fait dans le village de Saponin, ou bien du miel qui est développé à Sienré. Vous voyez, c'est sciemment fait pour que le citoyen lambda ne le découvre pas et qu'il ne connaisse même pas la potentialité nutritionnelle. Mais de plus en plus, le paradigme est en train de changer. Les gens sont en train de comprendre les enjeux et c'est les gens de plus en plus qui en demandent. De sorte que les associations de développement qui financent la production et la transformation de ces produits locaux-là, de plus en plus, il y a un marché qui se crée. Il est vrai qu'au départ, le marché était plus orienté vers l'extérieur, oui. Mais ça, c'était de façon stratégique pour permettre quand même à ces organisations de survivre et d'avoir le courage de produire. Il fallait leur trouver des débouchés. Oui, oui. Mais de plus en plus, il y a un travail national qui est fait pour que les nationaux eux-mêmes découvrent la valeur de leurs produits. Et c'est en train de venir petit à petit, petit à petit. Voilà. C'est un peu ce que fait API, là. Ce que m'avait dit Abdoulaye, m'avait vraiment frappé, c'est qu'il travaille aussi à promouvoir un certain type d'économie, l'économie solidaire. Ah oui. Et donc de convaincre aussi ses partenaires d'acheter plutôt ce type de riz produit par les communautés villageoises ici qu'un autre type de riz. Et donc vraiment, il fait ce travail aussi au niveau de la sensibilisation autour de l'économie solidaire. Oui, oui, c'est très important parce que c'est dans cette vision que réellement on peut sauver nos villages. On peut sauver nos villages. Et vous verrez, hein, moi j'ai foi, c'est-à-dire que les décennies à venir, les gens vont quitter les villes pour aller dans les villages. Pourtant, on a l'air de dire que la population des villes s'accroît. On voit Ouaga avancer petit à petit vers l'Umbila, mordre du terrain. Oui, il y a une poussée urbaine. Oui. Mais les décennies à venir, vous allez vous rendre compte que les gens vont quitter ces villes pour aller dans les villages. Au pire des cas, les gens vont transformer les villes en villages. Oui, c'est ça. Parce que de plus en plus, les gens se sont rendus compte que la ville, elle est étouffante. Elle n'est pas reposante. La ville est budgétivore. C'est stressant. Donc, par conséquent, les gens vont chercher de plus en plus où ils peuvent vivre paisiblement, en économisant au maximum, avoir un bien-être. Et ce n'est que dans les villages. Et c'est ainsi que, les décennies à venir, les gens auront tendance à quitter cette ville. Et quand les gens vont commencer à quitter la ville pour aller dans les villages, mais il n'y aura plus de poussée urbaine. On constatera même mieux que les maisons faites en ville, de plus en plus n'ont plus d'habitat. Et vous savez ce qui amène aussi les gens en ville, parfois c'est l'administration centrale. Parce que jusqu'à présent, l'État est le principal pourvoyeur d'emploi. On a malheureusement une mauvaise école. On a une école qui a formaté les gens à l'administration. Oui, la fonction publique. La fonction publique. Et dans un pays à plus de 80% agricole, mais c'était tellement bête et mal pensé, il aurait fallu qu'à la base, on ait des écoles d'agriculture, des écoles d'élevage, des écoles de transformation. Si c'était été fait, mais la ville n'allait pas pousser. Parce que les sciences agricoles, les sciences d'élevage et les sciences de transformation, c'est pas en ville. Oui, c'est sûr. C'est pas en ville. Mais de plus en plus, le paradigme va changer. Et comme je l'ai dit, les décennies à venir, lorsque l'école va renverser sa manière de former, mais s'il y a moins d'administrateurs, s'il y a moins de personnes qui n'ont rien à foutre dans les bureaux, les gens sont plus en train de voir comment élever, cultiver, transformer, conditionner et chercher des marchés. Ça se passe au village. Et les villes risquent de se vider un peu. Moi, j'y crois. Il faudrait une réforme de l'éducation. Exactement. C'est un travail qui peut prendre toute une génération. Mais moi, j'y crois. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que quand vous regardez de plus en plus les modes de vie au village, le mode de vie en ville du moins, c'est comme je dis, c'est étouffant. Et comme on dit généralement, on avait un journaliste, Norbert Zongo, qui dit qu'il n'y a pas meilleur conseiller que la misère. La misère, c'est la meilleure des conseillères
Et quand les gens vont se rendre compte qu'ils ont toutes les misères dans la ville, ils vont retourner dans les villages pour avoir leur solution de quiétude, ne serait-ce que pour vivre longtemps. Oui, c'est ça. Et ça va venir. J'ai eu la chance de croiser un peu par hasard l'un des fils de Joseph Kizerbo, enfin pas croiser, mais être en contact avec lui, Lazare. Oui, Kizerbo, je l'ai croisé dans les conférences. qui en fait a un projet autour de Thomas, de promouvoir une éducation écologique dans la langue, dans une des langues nationales, la langue. C'est le Samo. Le Samo, voilà. Et donc, je trouvais ça vraiment très intéressant que justement il poursuive les idées de son père par rapport à l'éducation. Ouais, c'est bon. Il y a une chose qui m'a frappé aussi, qui m'a vraiment intéressé dans les tables rondes là, de ce week-end de Terra Madre, c'était l'intervention de Julie Sommet du ministère de l'Agriculture, qui justement mettait en évidence les trois formes de développement, le développement industriel, semi-artisanal et artisanal. Et je trouvais que c'était vraiment, pour des ministères, une chance de pouvoir encore promouvoir, valoriser du semi-artisanal ou de l'artisanal. Parce que chez nous, quand on est dans les ministères de l'économie, on ne parle absolument pas du semi-artisanal ou de l'artisanal, on est directement dans l'industriel. Vous avez tout perdu. Oui, en tout cas, c'est pas du tout une priorité. Tandis que là, cette distinction entre trois niveaux de production me paraissait vraiment super intéressant. Qu'on puisse encore travailler dans une société à ça, à promouvoir du semi-artisanal ou de l'artisanal. Et comme disait cette dame, Madame Maya, qui a pris la parole, en effet, dans le semi-artisanal et dans l'artisanal, on donne du travail à tous. Tandis que dans l'industriel, évidemment, c'est de l'explosion de l'emploi. Est-ce que vous sentez que le ministère de l'Agriculture est très attentif à l'artisanal ou au semi-artisanal, ou bien pense que ce serait beaucoup mieux d'éliminer ces secteurs-là pour passer à l'industriel? J'ai fait attention. Moi, je nuance. Parce que moi, je regarde toujours dans les textes. C'est ça qui guide la République. Et quand vous regardez dans la loi d'orientation du Burkina, il y a eu ce qu'on appelle la loi d'orientation agro-silvo-pastorale ressources halieutiques. Quand vous regardez à l'intérieur et quand vous revisitez les réformes agraires, les lois sur les réformes agraires, et quand vous regardez les politiques sectorielles des ministères de l'agriculture, de l'eau, et quand vous regardez encore comment se comporte le ministère du Commerce, je pense que dans la vision, c'est une vision industrielle. Parce que les lobbies industriels font des pressions, ils financent, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a toujours l'artisanal et semi-artisanal? C'est le contexte qui les oblige. Parce que quand vous regardez le socle d'un pays comme le Burkina, après l'agriculture, c'est l'artisanat. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de composer toujours avec cette partie. Parce que de toute façon, il n'est pas possible de faire la rupture immédiate, ça ne va même pas tenir. Mais de plus en plus, ils font en sorte de faire disparaître un peu le semi-artisanal. Ils sont en train de vouloir industrialiser. Ah oui, c'est voilà. Ce qui est à craindre. Prenez juste un secteur comme celui de l'habillement. Alors, nous portons des habits, mais le coton, il n'est pas filé par nos artisans. Il n'est pas tissé par nos artisans. Sankara a fait un travail formidable pour que le Faso d'Afani reste. Dieu merci, c'est en train de revenir. Mais 90% de ce que nous portons, c'est de l'industriel qui nous revient sous forme de vêtements prêts à porter, voilà, des choses comme ça. Et dans tous les secteurs, c'est cette tendance qui a venu. C'est un tailleur qui l'a fait, en fait. Le tissu industriel. Le tissu industriel, d'accord. C'est pas un tisserand burkinabé qui l'a filé. Non. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait la nuance. Et quand vous regardez, parfois aussi, ils n'ont pas le choix parce que jusque-là, l'économie du Burkina vient en majorité du secteur informel. Oui. C'est le plus grand secteur de pourvoyeurs en économie. Donc, ils n'ont pas le choix que de composer avec ce secteur jusqu'à présent parce que l'industriel n'a pas encore réussi à les écraser. Mais qui sait, si on ne s'organise pas bien, ça peut venir un jour. Et tous ces gens qui ne peuvent plus rester dans les petites productions. Voilà.
Donc, le ministère l'a gardé parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a un contexte qui les oblige à toujours avoir le semi-artisanal et l'artisanal. Oui. Et surtout qu'il y a des visionnaires qui ont posé des bases. Ce n'est pas un hasard que nous avons le Salon international de l'artisanat et de Ouagadougou. Si le ministère ne garde pas un pan de l'artisanat, mais comment ils vont justifier le CIAO? Alors que le CIAO est devenu aujourd'hui, mais le président qui dit qu'il va arrêter le CIAO, les gens vont le faire partir. Parce qu'il a un ancrage. Sankara a réussi le coup. C'est là. Et il y a des symboles forts comme ça qui obligent les gouvernants à maintenir ce côté artisanal. Puissent les symboles rester vivants. Exactement. C'est ce que nous souhaitons. Évidemment, vous avez abordé une question qui, moi, me fascine, c'est le secteur de l'informel. Oui. Je pense qu'on dit qu'ici, environ 90% de l'économie est informelle. Je trouvais ça amusant parce qu'avec Abdoulaye, on est allé à Zignaré, à la chambre de commerce décentralisée. Donc il y a des bureaux là, à Zignaré. Et je me disais, mais c'est fou parce que la dame qui est là, le commerce est à 90% ou elle est 85% informel. Et alors, cette chambre de commerce, elle chapeaute quoi au juste? C'est ça. Et c'est ça qui est-ce que vous connaissez des gens qui valorisent l'informel? Parce que chez nous, enfin, moi ça me fascine l'informel. Parce que quelque part, c'est aussi une zone de liberté, évidemment. Exactement. Et chez nous, entreprendre quelque chose, c'est extrêmement compliqué parce que tout est tellement formalisé. Et quand les gens, quand les réfugiés arrivent chez nous, ils ne se rendent pas compte que c'est pas du tout l'Eldorado parce que tout est tellement formalisé qu'on n'est même plus dans l'accueil. Parce que tout est formalisé. Enfin, je ne sais pas si l'idée tient, mais en tout cas, voilà. Ce secteur de l'informel, est-ce qu'il y a vraiment des économistes qui le valorisent? Oui. Il y a des économies qui valorisent très bien le secteur informel. Ah oui. Qui tendent même à structurer ce secteur. Ah oui. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est vital. Oui. On en a vraiment besoin. Oui. Si un pays comme le Burkina aujourd'hui brise le secteur informel, le taux de chômage va exploser. Et si le taux de chômage explose, c'est pas comme en Europe, aucun régime ne va tenir. Tous les régimes vont basculer, on va tomber un chaos. Donc, il y a beaucoup d'économistes. D'ailleurs, de plus en plus, il y a des banques qui acceptent prêter le secteur informel pour qu'ils puissent travailler. Il y a des banques qui acceptent prêter le secteur informel pour qu'ils puissent travailler, des petites économies pour les permettre de se lancer. Ils s'organisent sous forme de syndicats. Il y a des syndicats il y a des syndicats de secteur informel. Ah oui. Moi, je connais les vendeuses et fruits de légumes qu'on a formés, qui se chiffrent à plusieurs milliers de familles. Vous allez voir les vendeurs de cycles, qui sont des milliers, qui sont organisés en syndicats. Vous allez voir les vendeurs de petits portables, qui se sont organisés en syndicats, et ils sont comme ça. Et alors, ce sont des syndicats par activité particulière ou bien non, c'est un syndicat général avec des secteurs différents? C'est par profession, par activité. Ah oui, ok. Vous allez voir que les bronziers se sont organisés en association, en syndicat pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs militants. Donc, il y a comme ça. Et quand vous prenez tous ces petits groupes, ils se retrouvent tous dans des centrales. Au Burkina, il y a 5 centrales syndicales et tous, ils partent s'inscrire dans des centrales syndicales parce qu'ils ont compris quand même qu'ils ont besoin aussi de connaître la législation internationale et nationale. Ils ont besoin de se fédérer pour préserver leurs outils de subsistance. Et ça fait qu'aujourd'hui, le secteur informel est puissant. Les industriels tentent, mais anecdote, lorsque le Burkina est reparti à la Chine populaire, nous autres, nous étions contents parce que je suis gauchiste d'une certaine manière, mais les gens du secteur informel... Vous avez dit communiste, à un moment, vous avez dit que vous étiez communiste. Je suis un communiste, il met le sang comme ça, les communistes sont à gauche. Alors, pendant que nous, on était contents qu'on reparte à la Chine populaire, parce qu'en termes quand même d'orientation, vision politique, on se sent mieux que la Chine et Taïwan, le secteur informel, ils ont fait une réunion, ils sont allés voir le président. Ils lui ont dit, nous avons des informations de tous les pays où la Chine populaire a des accords, les Chinois occupent le secteur informel.
faut leur prévenir que ça ne marchera pas au Burkina Faso. Nous ne voulons pas voir des Chinois qui vont vendre des chambrailleurs, des punais, des portables, des chaussures dans la rue de Ouaga. Dites à la Chine populaire qu'ils peuvent rester au niveau industriel. Il ne faut pas qu'ils viennent dans nos marchés locaux. Ah oui, donc il y a une pression civile sur les gouvernants. Et voilà, et ils sont allés dire ça au président, et c'est passé à la télé. Donc pour vous dire à quel point le secteur informel, aujourd'hui, tend à bien s'organiser, à se structurer et défendre un peu leurs outils de subsistance. Il y a au Burkina, par exemple, un philosophe de l'informel. Pardon, pour parler tout à l'heure justement de la production artisanale, je me souviens bien de l'entretien avec Joseph Kizerbo, avec Claude Hollenstein, là, à Caen l'Afrique. À Caen l'Afrique, oui. Et alors l'historien lui demande, mais au fond, le Burkina, enfin l'Afrique est en retard au niveau industriel. Et puis Joseph Kizerbo répond, mais il n'est pas évident qu'il faille pas passer par l'industriel, parce qu'on a d'excellents artisans. Exactement. Et donc là c'est un peu un penseur de la production artisanale. Est-ce qu'au niveau de l'informel, vous voyez des textes vraiment à ce sujet-là? Ou des économistes, philosophes, je dirais, parce que l'informel, c'est aussi un concept, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est beaucoup moins organisé, qui propose plus de liberté dans les échanges. Comme vous l'avez dit, dans les syndicats, on a l'impression de trucs qui s'agglomèrent comme ça, de zones diverses d'activités qui sont informelles, mais qui se rencontrent, qui peuvent faire pression sur le système politique formalisé, lui. Est-ce qu'il y a un penseur de l'informel? Est-ce que vous voyez des gens comme ça Parce que c'est une zone, c'est passionnant. Cette histoire oui. À chaud comme ça, je n'ai pas de nom en tête, mais j'ai la conviction qu'il y en a, parce que quand on regarde comment ils arrivent à s'organiser, à se structurer en association, en syndicat, c'est qu'il y a des penseurs. C'est ça. Il y a des personnes qui sont convaincues que c'est un secteur plus viable que le secteur industriel. Et comme vous l'avez dit, Kizerbo a vu juste, est-ce que c'est l'industrie qui est forcément la voie? Est-ce que c'est la seule voie? Est-ce que le bonheur passe forcément par le monde industriel? Non, il n'y a pas l'industrie au village. Mais les gens existent et ils vivent très bien. C'est pas ça. Ils existent, ils vivent très bien. Alors, donc, je pense qu'il y en a, si on fouille bien, on doit trouver quand même des philosophes. Peut-être au niveau des syndicats, allez voir de ce côté-là. Il doit en avoir. Parce que quand on regarde leur façon de s'organiser, forcément, il y a des philosophes du secteur informel. Sinon, ils n'allaient pas avoir cette capacité de se structurer et de défendre. Ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en effet, c'est un secteur qui me fascine et j'avais envie de pouvoir en parler aussi en ayant des bases. Et au niveau des syndicats, vous pourriez me renseigner des personnes? Oui, je peux trouver des noms avec des adresses. Je peux regarder ceux qui sont dans les cycles, ceux qui sont dans les arts et tout. Avec l'assaut, on peut en parler tout à l'heure, parce que lui, il a mis en place la plateforme de commerce équitable. C'est lui qui a eu l'initiative et ça regroupe beaucoup de personnes du secteur informel. C'est ça. Donc tout à l'heure avec lui, on pourra déjà voir si on peut avoir rapidement des contacts, parce que là, il a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce commerce équitable. Et ensuite, je verrai trouver le contact d'autres personnes. Comme ils sont subdivisés en branches d'activité, voilà, on peut retrouver. C'est vrai qu'on parlait justement du fait que sans doute les ministères ne favorisaient pas la production artisanale ou semi-artisanale. C'est ça aussi qui m'a fasciné en approchant un petit peu plus l'ONG APIL, c'est que je voyais bien que ce type d'ONG représente un niveau de pouvoir intermédiaire entre la société civile et les ministères et même les partenaires étrangers. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant parce que si on a en effet dans ces ONG locales des gens conscients du mode de fonctionnement économique, surtout informel, eux-mêmes ont une puissance pour défendre ça, quoi. Et je ne sais pas si vous me suivez. Donc en fait, je trouvais que, en effet, le travail d'Abdoulaye, quand il me dit, voilà, quand je vais dans un ministère, c'est avec 180 villages derrière moi. Et je trouve ça, je trouve que dans nos sociétés, c'est le niveau de pouvoir vraiment intéressant. Et vous voyez, par exemple, je trouve très intéressant que l'ONG APIL travaille sur 180 villages. Je vois que chez nous, les villages, on essaie d'y retourner,
et que beaucoup de citadins vont retravailler au village, font de l'agriculture biologique, mais ils ne sont pas soutenus par des ONG comme Apil ou comme ici Napam Beogo. Et là, je me dis, tiens, au Burkina, il y a vraiment toute une sphère de réflexion qui va tout à fait dans le sens de ce que nous essayons de retrouver dans nos pays du Nord. Un peu comme disait Sankara, les opprimés du Sud sont opprimés, enfin les masses du Sud sont opprimées par les mêmes opprimés que les masses du Nord. C'est clair. C'est vrai, par exemple, quand le travail que Apil fait, c'est formidable. C'est-à-dire quand vous regardez, à la base, vous allez voir que c'est des gens qui ont fait le village et qui ont eu la chance d'aller faire les études, qui ont parcouru le monde et qui ont compris les enjeux. Alors, ils se sont dit, mais il faut que je travaille pour ramener à l'autonomie, à la souveraineté des gens du village, parce que le fait que beaucoup n'ont pas eu la chance de parcourir le monde, ils ne savent pas les enjeux. Ils ne savent pas ce qui va se passer dans 50 ans, dans un siècle. Ils ont une vision d'ensemble, ces gens-là. Parce que ce qui se passe ici, c'est arrivé ailleurs. Quand vous partez dans les pays latinos, c'est ça. Les gens ont foutu le bordel. Et aujourd'hui, ils ont presque tout pris. L'Europe qui a traversé la révolution industrielle, où moins de 10% de la population doit nourrir les 90%, donc c'est des grands gens, et l'alimentation hyper contrôlée. Quelqu'un qui a vu ça, il dit, ah tiens. Ça veut dire que ça peut arriver chez moi. Qu'est-ce que je fais? Donc il faut que je retourne aider ces gens à ne pas aller dans ce sens. À ne pas aller dans ce sens. Et c'est ce que Apil il est en train de faire. Et ça permet aux gens effectivement de comprendre que pour sauvegarder leur culture, il va falloir d'abord qu'ils croient à ce qu'ils font et ce qu'ils ont à côté. Il va falloir qu'ils soient sûrs qu'ils peuvent développer un marché local. Il va falloir qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire des échanges au niveau international avec ce qu'ils ont, sans pour autant créer l'aliénation. Et c'est à ce prix-là que des générations vont maîtriser l'enjeu et ne pas permettre qu'on tombe ce que les Latinos sont en train de vivre et ce qu'une bonne partie de l'Europe est en train de vivre. Et c'est le même travail que Pambego est en train de faire, aujourd'hui. Et en même temps, ça amène la sédentarisation des Africains. Ça évite au maximum les questions de l'immigration. Quand vous remarquez au niveau du monde, les gens ne font pas attention aux chiffres. Quand vous attendez que 150, 300 personnes sont mortes dans l'eau, demandez-vous il y a combien de Burkinabés? Très peu. Presque pas. Parce que jusque-là, justement, les ONG travaillent à donner l'espoir aux gens dans les villages. Et de plus en plus, l'exemple qu'on aime montrer, quelqu'un qui est resté au village, voilà quelqu'un qui dit non, moi je vais aller en ville. Et 10 ans après, lui qui croit qu'il est venu en ville, il a eu quelque chose parce qu'il a payé un guin, il a un poste radio, il a payé des baskets. Quand il arrive au village, il voit que celui qui est resté au village s'est construit une maison. Celui qui est resté au village a eu des enfants qu'il a tous scolarisés. Celui qui est resté au village a une grosse moto. Celui qui est au village, quand il fait le nombre de têtes de bœufs et de moutons, mais il a un capital de millions. Et celui qui est venu en ville se gratte la tête. Il dit, mais j'aurais dû rester. Et j'aurais dû rester. Vous voyez? Et ça, c'est le travail que les Apil sont en train de faire aujourd'hui. La prise de conscience que la solution est endogène. Et c'est des gens qu'il faut véritablement encourager. Moi-même, je pense qu'au lieu que les gouvernants de l'Occident donnent des milliards aux gouvernants de l'Afrique pour soi-disant financer le développement local et puis réduire le flux migratoire, non. Les politiciens vont bouffer parce qu'ils ne sont pas sérieux. Il faut amener cette manne financière, donner directement aux associations de développement local que Apil n'a pas besoin. Parce que là, ils ont prouvé. Vous venez donner l'argent à ces gens et vous allez voir le travail qu'ils vont faire. Ils feront en sorte que ceux-là même qui sont partis là-bas, lorsqu'ils vont voir des documentaires, ils vont aller dans les aéroports, ils vont dire, moi je vais aller chez moi. Ça va être le sens contraire, parce qu'il va dire, mais ici j'ai pas de vie, je n'ai rien.
Mais j'ai vu des documentaires, le village que j'ai laissé là-bas, mais je vois comment les gens vivent bien. Ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, personne ne dort dehors. Et ils s'épanouissent. Ça va être le sens contraire. Donc c'est des gens qu'il faut encourager pour réellement sauvegarder nos villages. Ouais. Merci. Je vous en prie. Moi, mon rêve, c'est qu'à ma retraite, de me retrouver sur la terre de mes ancêtres. Mon village, c'est Saponé. Je viens plus précisément de Kalkoudigin. Et mon village, c'est Zui. C'est me retrouver là-bas, sur les terres que mes parents ont bien aménagées, et vraiment vivre la vie du village. De sorte que la ville sera juste un outil pour moi. Parce que c'est là où il y a l'administration politique. La ville sera juste un outil. Et mon rêve, c'est de voir un jour une révolution paysanne. Et la plupart de ce que je fais comme travail en tant qu'activiste des droits humains, en tant qu'écologiste, c'est de créer une insurrection des consciences pour qu'un jour la masse paysanne ait le courage de créer une révolution. Pour dire, mais attendez, nous sommes quand même 80% de la population, de quel droit seulement 10 à 15% vont décider? Et si les paysans arrivent à cette prise de conscience, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont prendre le pouvoir politique. Ils vont d'abord prendre les mairies, où on fait les plans de développement communaux. Et lorsqu'ils seront maires, ils savent ce qu'ils veulent, ils vont concevoir leurs plans. Ils vont prendre les députations au Parlement, donc ils vont réviser les lois en lien avec la vision des 80% de la population. Ils vont prendre la présidence, ils vont prendre le gouvernement, et c'est là qu'ils vont imposer la vision des 80%, les paysans qu'ils sont. Mais jusque-là, aujourd'hui, c'est cette petite minorité de 10% seulement, soi-disant lettrés, mais en fait qui sont des analphabètes, parce que l'un des grands problèmes que nous avons en Afrique, ce sont nos intellectuels entre griffes. Ceux qui sont allés à l'école du blanc, qui ont des gros diplômes, c'est en même temps eux qui sont les fossoyeurs de l'Afrique. Parce que malheureusement, cette école les ont amenés à s'éloigner une bonne majorité de leur identité. Il n'y a que très peu, comme les Kizerbo, les Thomas Sankara et bien d'autres, qui ont pu rester lucides. Bernard Lédia. Les Bernard Lédia, qui ont pu rester lucides et de comprendre que c'est une école, certes qui apporte des connaissances, mais en même temps qui t'éloigne sociologiquement de tes fondements. Alors qu'une personne sans identité culturelle n'est rien d'autre qu'un individu en déperdition. Parce que tant que vous n'avancez pas dans votre identité culturelle, vous ne pouvez jamais vous développer. Il est difficile de se développer dans l'identité des autres. Si l'Europe a réussi à fabriquer des moteurs, des voitures, des avions, c'est parce que les forgerons en Europe sont restés forgerons, la famille Rockefeller, et ils sont restés dans leur socle. Si l'Europe aujourd'hui a pu développer certains outils industriels, c'est aussi son développement endogène. Exactement, c'est un développement endogène, ils sont restés dans leur culture. Donc l'Afrique a intérêt à se développer dans leur culture. Et je lance aussi un appel à l'Europe. Il faut que les décideurs et que même les peuples d'Europe fassent pression sur les décideurs d'Europe de laisser l'Afrique se développer selon ses réalités culturelles, économiques. Sinon, si les gens détruisent le socle de l'Afrique, qui est le village, il va de soi que celui qui n'a pas de terre est obligé d'aller en rechercher ailleurs. Et ailleurs, les gens vont aller en Europe, qu'on le veuille ou pas. Parce que si vous détruisez l'habitat d'un vivant, l'instinct veut que ce vivant-là cherche d'autres habitats. Et aujourd'hui, comme les gens pensent que l'Europe c'est l'Eldorado, mais il ne faut pas que vous soyez étonnés qu'on vienne vous envahir. Bien sûr. Donc, voilà un peu mon mot de vue. Ce qui est intéressant, c'est aussi cette dimension politique que vous évoquiez. Est-ce qu'il y a, par exemple, maintenant un parti dans le monde politique burkinabé qui est vraiment soucieux de ce développement endogène des villages?
Est-ce qu'il y en a un parti qui semble représenter ce mode de développement-là? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va commencer par le parent de Laurent Gbagbo. Ah oui, oui. Le professeur Laurent Gbagbo a toujours pensé à la troisième voie. Ah oui. Il a dit que en Afrique, on a la chance, ça cohabite le capitalisme et le socialisme. Parce que la propriété privée existe chez nous, la propriété publique existe. Et il a dit que c'est nous autres qui l'attaquaient. Il dit que ceux qui font le marxisme, Karl Marx n'a pas connu l'Afrique. Donc nous ne sommes pas sur la bonne voie. Et il proposait une troisième voie, qui est le tertiarisme. Et pour lui, il a toujours défendu que le développement de l'Afrique ne doit passer forcément par l'agriculture et le développement de l'Afrique va passer par la paysannerie. Parce que tant que nous n'allons pas avoir une orientation politique qui tende à produire, à transformer et à consommer ce que nous produisons, comme l'a dit Thomas Sankara, nous n'allons jamais nous développer. C'est quelqu'un qu'il est bon de rencontrer, le professeur Laurent Gbagbo, pour échanger. Oui. Dont le parti existe toujours. Oui, le parent, il est député à l'Assemblée. Ah oui, c'est ça. Mais j'en ai entendu parler, mais oui. Et alors, le type d'agriculture qu'il prône est une agriculture agroécologique, pas de l'agrobusiness. Oui, non, pas de l'agrobusiness. Oui, parce que il a l'habitude de le dire. Hein. Il dit qu'on ne va jamais se développer dans l'import-export. Il dit non, pour lui, quand même, il faut produire pour se nourrir d'abord. C'est quand on a bien mangé qu'on peut penser à échanger ou à vendre. Voilà. Il a des idées agroécologiques. Voilà. Et en dehors de lui, il y a bien d'autres. J'ai vu le jeune Tahirou Barry. Tahirou Barry, c'est un jeune politicien, il est aussi député. Quand je le suis, à tout moment, parce que lui c'est un disciple de Laurent Gbagbo d'ailleurs, il était d'ailleurs son étudiant, il défend aussi les questions agricoles. Il y a aussi l'APP Burkindi du docteur Soulama. Docteur Soulama qui est ancien chercheur à l'INERA. J'ai vu que aussi dans leur parti politique, la question des paysans sont suffisamment prises en compte. Oui. D'ailleurs, quand vous regardez le nom du parti, ça a une connotation vers le village, parce que ça prend les 3 langues du Burkina. C'est ça. Exactement comme le Sankara qui s'était inspiré pour créer le Burkina. C'est ça. Où il y a le Burkina qui est du Moré, qui veut dire simplement l'intégrité, et le Faso qui est en Bamana, Dula qui veut dire la terre, et Burkina Bé qui est en Peul, qui veut dire simplement les ressortissants de ce Burkina. Donc, déjà pour inviter les gens à penser à la source, pour inviter les gens au vivre ensemble. Vous voyez comment c'est bien passé. Et l'APP Burkindi a un peu réparti vers là. Voilà, parce que là, il y a le Moré de Gand, il y a le Djoula, et puis il y a le Peul. Le Fulfulde. Je peux vous donner les contacts de Soulama. Vous pouvez échanger aussi. Oui, mais c'est vraiment une dimension très importante, la dimension politique pour ce type de combat. Quoi qu'on dise, souvent moi je dis aux gens, aucun combat n'est gagné d'avance sans la dimension politique. Bonsoir. Oui, c'est ça. Parce que tout est politique à la fin. Et j'ai souvent dit aux gens, même le prix du gombo est politique. Et celui qui ne le comprend pas ne réfléchit pas loin. Quand vous partez dans un yard, vous achetez du gombo à 50 francs, c'est un prix politique. Les gens me disent pourquoi. Je dis mais attendez, qui fixe les prix? C'est le ministère du Commerce. Le ministre du Commerce est politique parce qu'il est dans un gouvernement où il doit respecter la vision du président. J'ai dit les lois. Les lois sont fixées où? C'est dans le Parlement. Les députés sont politiques. Donc, si vous ne comprenez pas cette règle, cet enjeu, mais vous pêchez dans le vide. Donc, il faut orienter les gens réellement à comprendre les enjeux politiques. Et faire en sorte qu'il y ait une pression pour amener les gouvernants à prendre les bonnes décisions. Souvent, je dis aux gens, mais regardez un peu, quand on augmente le prix du carburant, est-ce que c'est les Burkinabés qui décident d'ajouter 25 sur le carburant? C'est le gouvernement. Mais une fois qu'on augmente le prix du carburant, même le prix du dolo change parce que la dolotière doit mettre du carburant dans sa moto pour transporter. Elle est obligée soit de réduire la quantité ou d'augmenter le prix du boulot. Donc finalement, tout est politique.
C'est ça que nous, au niveau de notre organisation Terre à Vie, on fait beaucoup le plaidoyer en accent la question de la vision politique de la souveraineté alimentaire. C'est ça. Parce que nous avons pris les questions de l'alimentation comme une question essentiellement politique. Et une fois que les gens vont comprendre ça, ils peuvent réellement travailler à avoir la souveraineté alimentaire. C'est ce que Sankara a compris. Il a pris des lois dans le sens de la souveraineté alimentaire. Il a fait des actes forts dans le sens de la souveraineté alimentaire. C'est politique. Voilà. Bien, encore merci. Je vous en prie. Là, je pense que vraiment, je vais faire une pause, ou en tout cas arrêter l'objet. Vous